Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la guéguerre entre le président de Tether, donc le patron de la société qui est derrière l'USDT, et le patron de la société qui est derrière Ripple et le XRP. Je vais vous parler aussi de plein d'autres choses. Coinbase a été à l'arrêt pendant plusieurs heures. On va parler aussi de Certic qui a trouvé une faille de sécurité dans Wormhole. Je vais vous parler aussi des roll-up et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui. Bitcoin 61 700 $ moins 1,4%. Ether 2900 $ moins 1,8%. Le marché est en légère baisse d'environ 1,3%. Aujourd'hui, je vous rappelle aussi la promotion des 20 € sur Bitvavo. Si vous inscrivez sur cet exchange partenaire, vous obtenez 20 € pour chaque dépôt de 20 €. En tout cas, pour le premier dépôt de 20 € plutôt, c'est pour les nouveaux utilisateurs. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et ça permet de soutenir la chaîne. Alors, ensuite, on va parler de OpenAI. On parle pas de crypto, mais rapidement, OpenAI, ils ont lancé hier GPT-4o. C'est leur nouveau modèle d'IA. J'ai testé, c'est plutôt sympa, mais j'attends surtout les fonctionnalités avancées. On va pouvoir interagir avec l'IA, avec la voix de manière totalement naturelle. C'est beaucoup plus naturel que ce qui est possible actuellement, et surtout l'intonation aussi du bot. Ça fait un peu peur, hein. Pour ceux qui ont vu le film Her, ça ressemble un peu à ça. Donc voilà, on attend de voir tout ça. C'est pas GPT-5, c'est pas le moteur de recherche. On attend ça sans doute par la suite. Alors, ensuite, Coinbase. Coinbase, l'exchange a été à l'arrêt pendant plus de 3 heures aujourd'hui. Ça s'est passé ce matin. On a eu l'information. On n'a pas de détails sur concrètement ce qui s'est passé sur cet exchange. Mais bon, on n'est clairement pas en période de bull market, donc je pense pas que c'est un problème lié à énormément d'utilisateurs d'un coup qui sont venus sur Coinbase. Je pense plus c'est un problème interne chez eux. On aura plus de détails après. Mais bon, voilà, c'est tout de même notable. On a rarement ce type d'exchange qui tombent, qui sont complètement KO, alors qu'il n'y a même pas de mouvement sur le marché. Ensuite, on a le protocole. Le protocole Rune, j'en ai pas mal parlé au lancement au halving. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce protocole qui permet de lancer des coins, principalement des mêmes coins qui ont été lancés sur le Bitcoin. Et ben, ça a bien démarré, on va dire, avec beaucoup de volume, beaucoup de transactions. Et depuis, bah, ça a complètement chuté en termes d'activité. Regardez le nombre de nouveaux tokens créés. Et le 30 avril, on était à 9000 et voilà, le 1er mai, on passe à 400 et ensuite, bah, c'est très faible. Il y a très peu de nouveaux meme coins créés par rapport au lancement. Et bon, globalement, voilà, moins de transactions liées à Rune sur le Bitcoin, même si il y en a quand même beaucoup, mais beaucoup moins qu'au lancement. Donc bon, on n'est clairement pas au niveau de ce qui était attendu. On n'a pas encore l'écosystème qui va concurrencer, par exemple, Solana sur les mêmes coins. On n'y est pas encore. Après, il faut se rappeler, sur le Bitcoin, quand il y a eu Ordinals qui a été lancé, il y a eu la phase au début où ça a bien pris, après ça s'est calmé, ensuite il y a eu le protocole BRC20 qui a été lancé, et là ça a complètement explosé. Je pense qu'on va avoir quelque chose de similaire sur Rune. Il y a quelque chose qui va apparaître sur Rune. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça sera les exchanges décentralisés? Est-ce que ça sera autre chose? Est-ce que ça sera une autre forme de memecoin? Autre chose qui va être créée? Et je pense que c'est ce qui va permettre de relancer la machine, si la machine est relancée. Mais voilà, je pense que là, il faut attendre un élément qui va venir relancer tout ça. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore ce qui était attendu sur le Bitcoin. Ensuite, je vous ai dit, on va parler de Tether et de Ripple. Alors, la petite guéguerre, elle a commencé avec Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, qui sur un podcast a dit que les États-Unis allaient s'en prendre à Tether et que ça, c'était clair pour lui. Donc bon, c'est une phrase qui peut sembler assez innocente en disant juste bah, les États-Unis vont s'attaquer à Tether du coup, ben, on va dire, quand on lit entre les lignes, on comprend attention à Tether parce que ça va être attaqué. Du coup, bah, ne gardez pas trop d'argent sur Tether, par exemple, sur l'USDT. Ça peut être pris comme ça. En tout cas, ça a été pris comme ça par Paolo Arduano, le CEO de l'USDT. Il a fait tout un post très long sur le sujet en disant qu'un PDG peu informé dirigeant une entreprise faisant l'objet d'une enquête par la SEC, parce qu'en effet Ripple fait l'objet même d'un combat judiciaire actuellement entre la SEC et Ripple. Et surtout, il dit bah cette société lance un stablecoin compétitif. Donc c'est vrai en fait que Ripple est en train de lancer son propre stablecoin. Et pour lui, bah, Ripple, ils sont juste en train de semer de la peur autour de l'USDT. Et du coup, il a fait tout un post en disant non, écoutez, l'USDT, c'est le stablecoin le plus utilisé au monde et surtout qui font plein de choses
d'un point de vue compliance pour respecter les règles des États-Unis, notamment tout ce qui est liste OFAC. Ils mettent en place les listes noires, ils travaillent avec Chain Analysis pour bloquer rapidement les activités frauduleuses. Et ils ont collaboré avec plus de 124 organismes chargés, enfin des organismes étatiques, on va dire, chargés de l'application de la loi dans plus de 40 pays. Donc voilà, il a essayé de défendre, Tether. Surtout, en fait, c'est pas la première fois que Ripple s'attaque à Tether. Il y a eu, il y a quelques temps, lors du lancement du stablecoin de Ripple, on a eu le CTO David Schwartz qui a déclaré que pour lui, Tether, c'était un no-go parce qu'il y avait plein de problèmes de régulation autour de Tether. Bon, c'est un peu osé de dire ça quand sa propre société est attaquée par la SEC, mais bon, voilà, on commence à voir ce petit combat et je pense que ça finit plutôt bien. Là, on a le journal du coin qui nous dit que Brad Garlinghouse a dit qu'il s'attaquait pas à Tether, que ce qu'il voulait dire, c'est que le gouvernement américain a clairement indiqué qu'il voulait plus de contrôle sur les émetteurs de stablecoin comme Tether. Et du coup, Tether, en tant que le plus grand acteur du marché, est dans leur ligne de mire. Donc bon, voilà, écoutez, je pense que c'est pas très grave. Je pense que quand même, le Tether, ils ont un petit peu peur de XRP et du stablecoin, même si je pense qu'ils sont bien installés. Mais là où pour moi Tether a un problème, c'est que si jamais il y a une régulation aux États-Unis qui sort comme en Europe, où en fait ils ont globalement interdit l'USDT, ou en tout cas ils ont mis des contraintes trop fortes sur l'USDT, hein, à tel point que Tether a dit qu'ils allaient quitter l'Europe et ils allaient plus s'occuper de l'USDT, ils n'allaient pas se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Si la même chose arrive aux États-Unis, ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour Tether. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de faire en sorte de surtout ne pas être interdit aux États-Unis. Ensuite, on va parler de Wormhole. Vous connaissez Wormhole, le bridge énorme qui a lancé son token dernièrement. Eh bien, on a Certic qui est une boîte d'audit, une d'audit de sécurité crypto, qui a découvert une faille de sécurité qui aurait pu permettre le vol de 5 millions de dollars sur Wormhole, sur le bridge côté Aptos. Donc c'était un bridge assez récent. Certic, il faut savoir qu'ils ont une mauvaise réputation dans l'écosystème crypto et l'écosystème des auditeurs globalement, parce qu'au bout d'un moment, ils sortaient plein d'audits de sécurité sur plein de projets et la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. J'ai aussi j'ai pu contacter j'ai pu parler avec des auditeurs qui ont travaillé chez Certic et effectivement, ils ont dit que c'était un peu l'usine, ils étaient un peu délaissés, bref, c'était pas des conditions idéales pour un auditeur. Je sais pas si ça a changé depuis, ça c'était plus d'un an. Mais bon, en tout cas là, ils sont en train de montrer qu'ils ont quand même une expertise en trouvant cette faille de sécurité critique sur ce bridge. Le langage de programmation, c'est pas Solidity, c'est le Move qui a été développé initialement pour le projet Libra de Facebook. Et bah finalement, c'était corrigé, il n'y a pas eu de perte d'argent, heureusement pour les utilisateurs. Et ça montre encore une fois le risque associé au bridge. Il suffit d'une faille de sécurité pour potentiellement vider tout le bridge. D'ailleurs, là, dans les corrections, ils ont mis une limite à 1 million de dollars pour le bridge Wormhole côté Aptos. Comme ça, même s'il y a une faille de sécurité, il n'y a qu'1 million de dollars ou plus qui puisse être volé par jour. Alors que il y avait 5 millions de dollars. Donc ça permet de limiter l'impact sur le hack. Ensuite, on a Vitalik qui vient de faire une proposition pour encore améliorer Ethereum. Il est très actif dernièrement, Vitalik, sur les EIP. Donc il propose des améliorations sur Ethereum. Ensuite, la communauté décide. Mais bon, généralement, quand ça vient de Vitalik, disons qu'il n'y a pas trop de discussion. Donc cette nouvelle proposition, c'est pour créer une nouvelle forme de gaz. Actuellement, il y a deux formes, on va dire, de prix de gaz sur Ethereum. Il y a le prix pour l'exécution, donc quand vous exécutez des smart contracts, c'est ajusté automatiquement. Et il y a aussi le prix des blobs, c'est ce nouvel espace de stockage qui a été créé pas très longtemps maintenant. Et là, on va rajouter un troisième, ça va être l'espace, enfin les gaz, tout ce qui est frais de gaz pour Cold Data. Donc c'est les paramètres qui sont envoyés à des smart contracts pour interagir avec des smart contracts. Donc il va y avoir trois espaces différents pour les frais de gaz et trois prix différents pour les frais de gaz. Exécution, donc c'est ce qu'on connaît, c'est l'historique. Blob, c'est ce qui vient d'être créé. Et Cold Data, ce nouveau frais de gaz ou ce nouvel espace qui va être alloué pour les transactions, on va dire, temporaires, ou en tout cas pour le déplacement de données de l'utilisateur vers les smart contracts. Donc ça va permettre potentiellement de réduire les frais de gaz, d'optimiser les frais de gaz pour un certain nombre de transactions. Donc c'est encore une fois des ajustements, hein. C'est pas ça qui va venir changer la phase d'Ethereum, mais c'est toujours bien de voir qu'il y a toujours ces petites évolutions pour améliorer Ethereum. J'en ai parlé aussi il y a quelques temps sur les frais de gaz Ethereum, c'est Solana, comment ça fonctionne.
voilà, il y a toujours des petits ajustements qui ont lieu. Ensuite, vidéo très technique, tiens, on va parler encore une fois de L2. Je vous ai parlé de la blockchain Degen qui était à l'arrêt hier. Il y a eu un très très gros souci. Il y a eu une réorganisation de blocs de 500 000 blocs, c'est juste énorme. Alors, c'est un L3 sur Base, mais ça aurait pu arriver à n'importe quel autre L2. Et finalement, cette problématique met en avant un problème qu'il y a sur les divers blockchains qui sont optimistiques, les optimistic rollup. Il y a un problème en fait, c'est que si jamais il y a une vulnérabilité, ou plutôt une transaction qui est contestée pendant la période de challenge, il y a une période de challenge de 7 jours à peu près, et ben il faut savoir que il va y avoir une réorganisation, c'est-à-dire qu'on va revenir en arrière dans l'histoire de la blockchain, donc de 2, 3, 4 jours, 5 jours, revenir à la transaction qui est malhonnête, et ensuite on va réécrire potentiellement l'histoire à partir de cette transaction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des impacts. S'il y a eu des liquidations sur des protocoles de finances décentralisées entre-temps, ça pourrait être problématique. Bref, on va un peu à l'encontre de la blockchain où on dit toutes les transactions sont immuables, on ne peut plus y toucher. Pendant les 7 jours, c'est un peu le principe, c'est oui, ça peut changer pendant cette période, c'est pour ça qu'on ne peut pas retirer normalement instantanément depuis les bridges officiels de ces rollups pendant cette période de 7 jours. Mais bon, on voit bien qu'actuellement les optimistic rollups restent numéro 1. Regardez, si on regarde les 5 premières blockchains en termes de TVL, c'est clairement les optimistic rollups et elles ont une part de marché énorme, 40, 50, 60, 70, doit être à 75% ou plus. Ils sont clairement leaders par rapport aux ZK Rollup. Mais je pense en fait que petit à petit, toutes ces rollups optimistiques vont se transformer en ZK Rollup parce que pour moi, la technologie, elle est clairement supérieure. On est en train de s'améliorer aussi sur les performances liées aux ZK Rollup pour prouver. Bref, ça nécessite quand même un peu plus de ressources. Mais je pense qu'on va arriver, et tout ça, ça va basculer. Et Arbitrum et Optimism, ils n'auront pas de problème pour basculer sur des choses, sur la technologie ZK plus tard. Et d'ailleurs, les frais, regardez, on fait un petit zoom sur les frais de transaction sur les L2, on reste toujours très très bas, moins d'1 centime, moins de 2 centimes sur Optimism, 1 centime sur Arbitrum pour un swap. Bref, c'est très 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 bas vraiment. À un moment, on était beaucoup plus haut, là tant mieux en fait, mais c'est aussi, je pense, normalement c'est un peu plus haut que ça. Là, c'est très très bas parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de transactions et les frais de gaz sont très faibles sur le réseau Ethereum. Mais j'espère qu'on restera à ces niveaux-là parce que ça veut dire que on peut permettre à des personnes d'interagir avec les blockchains sans dépenser 100 $ de frais comme on a pu le voir à certains moments. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous rappelle aussi que je propose ma formation pour ceux qui veulent découvrir la finance décentralisée, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Il y a vraiment des choses très très intéressantes qui ont lieu dans la DeFi. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Je propose aussi du coaching dans la DeFi. Tout ça, c'est inclus dans la formation et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.